En ce jour de la fête du drapeau au Venezuela, l'homme le plus controversé du moment mobilise ses partisans. Vive le Venezuela! Hugo Chávez est en campagne. Il va remettre son titre en jeu pour la 3e fois en 7 ans. La patrie ou la mort, on va garder nos territoires. On va pas se faire avoir par ces Yankees. Anti-américain, anti-mondialisation, il est le cauchemar de Washington, l'espoir de l'Amérique latine. Son arme diplomatique, le pétrole qu'il distribue généreusement. Entre lui et ses partisans, il y a une connivence de classe, un lien charismatique. El ciudadano comandante Hugo Chávez, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada. Qui aurait parié sur Hugo Chávez il y a 7 ans? Le président revient de loin. Dès qu'il accède au pouvoir, en décembre 1998, il a contre lui l'oligarchie du pétrole. En 2002, une grève est lancée à l'initiative d'un drôle d'attelage, le patronat allié au syndicat des travailleurs. C'est le même scénario qui a eu raison de Salvador Allende au Chili. À la tête du patronat, Pedro Carmona, qu'une partie de l'armée va porter au pouvoir le 12 avril 2002. Un coup d'état d'opérette qui va durer 48 heures. C'est la garde présidentielle soutenue par le peuple qui ramènera Chávez au pouvoir. Dès lors, Chávez va purger l'armée et PDVSA, l'entreprise nationale pétrolière. 20 000 salariés seront licenciés. Il vide d'un coup ce nid de l'opposition tout en mettant la main sur le magot du pétrole. Dans un dernier sursaut, en 2004, l'opposition va lui imposer un référendum révocatoire qu'il gagnera haut la main. Chávez est un survivant. Il a laminé l'opposition, place à la révolution bolivarienne. Comme figure emblématique, Chávez a choisi Bolivar, l'homme qui a libéré l'Amérique latine des Espagnols il y a 200 ans. C'est un défilé symptomatique de la révolution bolivarienne. Dans ces 2 voitures, les militaires en kaki et le peuple en rouge. Le pacte civico-militaire comme fondement du pouvoir bolivarien. Voici le peuple des barrios, les bidonvilles de Caracas, la base électorale d'Hugo Chávez. La preuve, ils défilent sous la bannière des différentes missions sociales que le président a mis en place pour eux au lendemain du coup d'État. Les missions sont au cœur de la politique d'Hugo Chávez. En s'attaquant aux priorités de la classe populaire, il a soudé son électorat. Au Venezuela, 70% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Humildemente sencillo, sincero con decisión, alpargatas y sombrero, siempre llevo con honor. Siempre llevo con honor sello que me identifica y resalta mi labor. Y resalta mi labor, mantengo... Poussés par le rêve d'une vie meilleure, des milliers de Vénézuéliens ont émigré sur les hauteurs de Caracas. Depuis 40 ans, ils colonisent ces collines sans qu'aucun gouvernement ne s'en préoccupe. Les habitants des barrios vivent dans l'illégalité, la misère et la violence. Le centre-ville les ignore et plus encore les quartiers est, là où vivent les riches. Un autre monde. Au cœur des quartiers chics, comme une vigie veillant sur eux, l'ambassade américaine.
de vie importé des États-Unis, mimétisme culturel. Aveuglement sur la réalité qui les cerne. Caracas est à l'image du Venezuela, un petit pays riche qui domine un immense pays pauvre. Barrio San Juan, sur les pas du Comité des terres urbaines, le CTU. Depuis la Révolution, chaque quartier élit ses comités, de la terre, de la santé, de l'éducation. Ils sont le premier échelon du pouvoir bolivarien. Ils ont remplacé les fonctionnaires qui ne leur inspirent aucune confiance. En 1974, quand nous sommes arrivés là, il y avait un ruisseau, ce que nous appelons aujourd'hui les égouts. Et à la place des maisons, il n'y avait que des terrains vagues, des collines et des eucalyptus. C'est pour ça que ce quartier s'appelle Eucalyptus. Au début de l'année 74, quand on s'est installé ici, il n'y avait que des cahutes, faites de planches et de tôles. Au fur et à mesure, les gens se sont emparés des terrains et ont construit leurs maisons. Il y a 25 ans, les gens de la communauté se sont battus pour l'assainissement des égouts. Parce qu'il y avait beaucoup de pollution, des ordures. Quand ils ne venaient pas évacuer les ordures, il y en avait des montagnes, de là-haut jusqu'à la rue de la Liberté, là-bas. Ce n'est pas dangereux ici? Si, en février l'an dernier, avec les grandes pluies, on a eu des inondations. Pas dans ce secteur, mais à côté, il y a eu des glissements de terrain et beaucoup de maisons ont été emportées. Ici, dans le quartier, il reste encore 16 familles à reloger. Pendant ce mois de février, on s'est occupé de 113 familles qui avaient perdu leur maison. Toute la communauté s'y est mise, avec les associations, pour porter secours à tous ces gens qui se sont retrouvés à la rue. Tout ça à cause de la pluie. Ce jour-là, le comité des terres procède au relevé cadastral, le premier qui ait jamais eu lieu dans ces quartiers. C'est pour acquérir le titre de propriété, parce que nous sommes propriétaires des murs, mais pas du sol. Ce sont toutes les maisons qu'on va mesurer. On va commencer par celle d'en haut avant de revenir ici. L'hygiène a progressé, la sécurité pas encore. Va jusqu'à là-bas. « 6,43 pour la façade. » Tu as combien, Rosaline? Combien de temps il faut pour obtenir le titre de propriété? Ça dépend à qui appartient le terrain. S'il est privé, il faut attendre l'accord de l'Assemblée nationale. S'il appartient à l'État, c'est plus rapide. C'est combien de temps dans ce cas? Ça prend bien 5 mois. Oui, il faut bien compter ça. Qui pourrait venir faire des relevés dans ces masures si ce ne sont les gens du quartier eux-mêmes? Normalement, les classes aisées, disons les gens qui ont plus d'argent, sont propriétaires de leur terrain. Leur maison leur appartient. Pour les gens comme nous, ça n'a jamais été le cas. Donc l'idée du président, c'est qu'on devienne tous propriétaires. Comment améliorer un habitat toujours à la merci de n'éboulements?
Dans son émission dominicale, Allo Presidente, Bonjour à tout le Venezuela. Chavez annonce des programmes de construction. Plus d'1 million de logements d'ici à 2015, il en faudrait 10 fois plus. L'émission d'aujourd'hui porte un numéro tout rond, le numéro 250. Nous sommes le dimanche 26 mars 2006 et nous allons parler de l'un des plus grands problèmes des Vénézuéliens, le logement. Maintenant, je suis contente parce que je suis propriétaire. Vraiment contente. Avant, ils pouvaient me jeter dehors et me dire « c'est pas chez vous ». Je payais un loyer et on pouvait me mettre dehors. Maintenant, non. Je suis ici chez moi. Je peux dire que c'est ma maison. Pourquoi ? Parce que c'est notre président qui me l'a donné. Il s'est occupé de nous depuis que je suis née. Après toutes ces années et tous ces gouvernements qui se sont succédés, c'est le seul président qui nous a instruits, qui nous a donné un terrain. Et moi, en plus, j'ai été opérée des yeux. J'ai été opérée et parce que je suis âgée, c'est eux qui ont tout payé. Ils ont payé l'opération. À 3 pas d'ici, les unités mobiles de la mission Identité. Une fois par semaine, elles attribuent des cartes d'identité aux gens des barrios. Jusqu'ici, ils n'avaient aucune existence légale et ils sont nombreux à vouloir sortir des oubliettes sociales. L'équipe a les moyens. Avec son budget, elle fonctionne comme un État parallèle qui court-circuite les administrations truffées d'opposants. Voilà la photo de la petite. Plus de 4 millions de cartes ont été attribuées. Elle est belle, elle te plaît? T'es plutôt réussi, non? C'est ta première carte? Oui, c'est ma première. On a été nombreux à se rendre compte avec ces missions identité que la plupart des gens n'avaient pas de papier depuis longtemps. Maintenant, c'est plus facile. On peut les obtenir tout de suite et on peut aller voter. C'est un plus. Vous existez? Oui, on existe. Les gens n'existaient pas en tant que citoyens au Venezuela. Ah, ok, ya vamos a ver. Bueno, hasta luego, chao. Tous les matins, Iris Guedi descend la colline pour rejoindre l'école bolivarienne de son quartier. Elle y enseigne depuis 4 ans. C'est un projet formidable, très différent de tout ce que j'ai pu faire avant, surtout dans le privé. Ici, on s'occupe des enfants. Les enfants, c'est ce qu'il y a de plus important. Il n'y a pas d'exclusion en matière d'éducation. On s'occupe de tout le monde, sans exception, quel que soit le sexe, la religion ou le statut social ou économique. En 2007, toutes les écoles publiques devront fonctionner sur le modèle de celle-ci. Salutations à la directrice, petit cadeau entre amis, le DVD sur le Caracas. Je l'ai vécu, ça. Ça a été très, très dur.
C'était sous la 4e République, quand on était soi-disant en démocratie. Je l'ai vécu dans ma chair. J'ai été humiliée, ma maison a été envahie par des militaires armés. Ce jour de février 89, baptisé Caracazo, les habitants des barrios, affamés par les mesures imposées par le FMI, ont pillé le centre-ville. Des émeutes de la faim. Envahi par la misère, Caracas a été nettoyé par la mitraille, près de 3000 morts. C'est dans ce contexte que Chavez tentera un coup d'État militaire en 1992. J'étais en charge des logements dans mon quartier. Pour moi, ça a été terrible. Profe, vamos a ver si abrieron allá para entrar al aula, meter este salón que quieres, para hacer el bolsito. Vamos a ver. 700 élèves du quartier San Juan sont scolarisés dans l'établissement toute la journée. Une nouveauté pour eux. Avant, les enfants n'allaient à l'école qu'une demi-journée. Le reste du temps, ils n'avaient rien à faire. Ils étaient complètement désœuvrés. Ce qui avait pour conséquence une certaine délinquance, parce que les parents travaillaient et que les enfants étaient livrés à eux-mêmes. Les parents n'exerçaient aucun contrôle sur leurs enfants. Et l'école ne prenait pas en considération différents aspects qui auraient pu les aider dans leur tâche éducative. Maintenant, les enfants passent plus de temps à l'école. Et du coup, ils traînent moins dans la rue, puisque leurs parents travaillent. En plus, ils mangent de façon régulière et équilibrée, en fonction de leurs besoins nutritionnels. Des spécialistes leur donnent des cours de musique, de théâtre, d'éducation physique, d'activités manuelles, d'art plastique, etc. Tout ça permet de sauver nos traditions, de prendre conscience de nos origines et de nous réapproprier nos héros, notre histoire. L'école bolivarienne veut être en phase avec nos racines, notre histoire, nos origines. On redécouvre ce qui fait notre vénézualité. Loin des codes culturels importés des États-Unis, le chavisme reconstruit son identité nationale. Autour de la figure du Libertador, Simón Bolívar, du peuple, longtemps méprisé, et même de ses croyances. On n'est pas à Cuba. Nous allons prier, les enfants. Trois repas quotidiens sont servis. Une aubaine pour ces écoliers souvent mal nourris et du temps libre pour les mères très investies dans l'action sociale. La cantine a créé 12 emplois sous la forme d'une coopérative. C'est le modèle imposé par la révolution bolivarienne pour réduire le chômage et transformer le modèle productif. Les coopératives fournissent aujourd'hui 5% des emplois du pays et il n'y a pas de subvention sans coopérative. Ça fait environ 3 ans qu'on est ici et 1 mois qu'on est regroupé en coopérative.
Nous vivons tous dans le secteur, dans le même quartier. Moi, j'habite là-bas, sur l'avenue, et elle, à côté du collège. Nancy habite au croisement de la rue. On est tout près de l'école. Tout le monde vient du barrio. Les élèves, les cantinières, les enseignants. Pas de mixité sociale, mais aucun enfant n'échappe à la vigilance des adultes. Plus question d'école buissonnière. On a rendu l'école accessible à toute la communauté. Et nous-mêmes, les enseignants et le personnel administratif, on recense les enfants du quartier qui ne sont pas scolarisés. On va les chercher et on les inscrit. Fin de la journée scolaire pour les enfants, début des cours pour les anciens. Dans les mêmes classes démarre la mission Robinson. Grâce à elle, 1,5 million de Vénézuéliens sont sortis de l'illettrisme. J'ai terminé mon exercice. Au moins, je sais écrire. Regardez mon cahier. Mes exercices. Et je sais plus ou moins lire. Je vais vous lire un morceau. Papa ama a mamá. Amo a mi papá. Pepe ama a papi. Amo a papá. Papá ama. No sabía nada. Je ne savais vraiment rien. Là, au moins, je sais quelque chose. Et quand je vais dans la rue, bon, c'est encore dur. Mais j'arrive à déchiffrer les lettres, à lire des mots entiers. Qu'est-ce que je ferai quand je saurai lire? Lire tout ce qui me tombera sous la main. Et puis, j'apprendrai à écrire aussi. Je lirai le courrier, tout et n'importe quoi. L'histoire de notre pays. Pour ça, il faut savoir lire. Tu sauras signer aussi. Et je veux connaître l'histoire de notre pays et pour ça, il faut apprendre à lire. Ça fait plus de 30 ans que j'habite au Venezuela, mais on n'a jamais été aidés comme aujourd'hui. Et tout ça, c'est grâce au président. Merci à lui. Pour tout. Vous savez lire maintenant? Bien sûr, je sais lire. Pas beaucoup, mais je sais lire. J'ai 49 ans. À 55 ans, avec de la chance, j'aurai mon bac. Je suis veuve et je dois payer un loyer. J'ai été opérée des yeux, mais je force ma vue pour apprendre à lire et à écrire. Où as-tu été opérée? À Cuba. J'ai été à Cuba pour l'opération. On a pris l'avion, on a bien mangé. On était dans un bon hôtel. Et puis les gens étaient gentils avec nous. Les Cubains sont charmants, chaleureux, serviables. Ils traitent bien les Vénézuéliens. Ils sont généreux avec la nourriture. On a vraiment bien mangé là-bas. Tout ça grâce à Dieu et au président Chavez. La santé gratuite est dispensée dans les barrios grâce aux médecins cubains, pour partie échangés contre du pétrole. Ils sont 20 000 installés au cœur des quartiers pauvres, dans ces modules de briques rouges repérables de loin. Avant, on allait à l'hôpital. On devait attendre longtemps.
Parfois on s'occupait de nous, parfois non. On devait payer les examens, acheter les médicaments. C'était plus difficile. Maintenant, tout va plus vite et on s'occupe bien de nous. Parfois, il est plus de minuit et le docteur est toujours là. Et elle a des patients, ce qui veut dire que c'est utile, qu'ils ont vraiment fait quelque chose pour nous. Si on a fait venir des médecins cubains jusqu'ici, c'est parce que les Vénézuéliens n'aimaient pas trop venir dans ces quartiers pour travailler. Ils n'aimaient pas trop ça. Peut-être parce qu'ils préféraient travailler dans des cliniques. Ça rapportait plus. Ils se faisaient plus d'argent. Ici, c'était pas intéressant pour eux. Le siège de PDVSA. L'entreprise pétrolière est devenue le coffre-fort de la révolution d'Hugo Chavez. Cette année encore, elle va consacrer 7 milliards de dollars aux missions sociales. 16 millions de Vénézuéliens en ont profité. L'homme qui tient les cordons de la bourse est à la fois ministre de l'énergie et patron de PDVSA. C'est de fait le numéro 2 du régime. Nous avons une politique que nous avons appelée redistribution révolutionnaire de la rente pétrolière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les revenus pétroliers sont investis comme ils ne l'ont jamais été au profit du peuple. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir le travail que réalisent les missions éducatives, les missions de santé, les missions alimentaires. Elles sont financées par l'argent du pétrole. Et pas seulement parce que c'est notre principale source de revenus, mais aussi parce que PDVSA dispose de son propre budget pour s'occuper des problèmes structurels du pays. Nous créons les conditions pour déjouer le modèle de la monoproduction. Il s'agit de faire un gros effort pour créer les conditions qui sortiront le pays de la pauvreté. Si on ne le fait pas avec le pétrole, si on ne le fait pas avec notre seul atout, alors on est condamné à l'échec. Sous le lac de Maracaibo et dans la ceinture de l'Orénoque, dorment les plus importantes réserves de pétrole au monde. De quoi financer plusieurs révolutions. De quoi soutenir les pays voisins en troquant ce pétrole à bas prix contre des denrées, des services qui font défaut au Venezuela. C'est le rêve d'une Amérique latine solidaire, chère à Hugo Chavez. Il a les rêves et il a l'argent. Et ce pactole va encore grossir, depuis qu'il a mis au pas la trentaine de compagnies étrangères qui exploitent le pétrole du pays. Non seulement elles paieront le double d'impôts et de royalties, mais elles seront contraintes de céder 60% du capital de leur filiale locale à PDVSA. Cet accord sur les entreprises mixtes a été signé au palais présidentiel en grande pompe le 31 mars 2006. Tous les grands du pétrole sont là. Les Espagnols, les Chinois, les Français, les Japonais, les Brésiliens. Tous sauf l'Américain ExxonMobil qui a préféré renoncer. Malgré son numéro de charme habituel, Hugo Chavez a du mal à dérider les pétroliers qui voient fondre leurs futurs bénéfices. Firma
Signature des accords de mise en place des concessions accordées aux entreprises mixtes par les présidents de ces mêmes entreprises. L'exécutif, à travers le ministère de l'Énergie et du Pétrole, a présenté le modèle de contrat des entreprises mixtes devant être approuvé par l'Assemblée nationale. Conformément à l'article 33 de la loi sur les hydrocarbures, qui fait référence à la constitution des entreprises mixtes et aux activités d'extraction, l'approbation pleine et entière de l'Assemblée nationale est requise. L'État fait ainsi valoir sa pleine souveraineté dans le domaine pétrolier. Cette mesure met un terme aux accords passés et inaugure une nouvelle étape dans l'histoire du pétrole au Venezuela. Discours du président de la République bolivarienne du Venezuela, Hugo Chávez. Il faut semer le pétrole, disait un écrivain au siècle dernier. Hugo Chávez l'a fait. Il faut semer le pétrole. 60 ans plus tard, il a utilisé 3 expressions. Nous n'avons pas su. Ou nous n'avons pas voulu. Ou nous n'avons pas pu semer le pétrole. Le Venezuela, exploite le pétrole depuis un siècle. Il a exploité le pétrole durant tout le XXe siècle. Et alors qu'il jouit d'une situation géographique très favorable et dispose de bien d'autres ressources, le Venezuela a terminé le XXe siècle. Excusez ma grippe. A terminé le XXe siècle dans une pauvreté gigantesque. Les chiffres se contredisent. Tout dépend des données et des méthodes utilisées. Mais au-delà des chiffres, n'importe qui peut voir ce qui se passe. Comme dit la Bible, que celui qui a des yeux regarde, que celui qui a des oreilles écoute. Exclusion, misère, pauvreté. Une élite enrichie vit dans une extrême opulence, tandis que la majorité vit dans une extrême pauvreté. Un écrivain a dit « Nous n'avons pas su, nous n'avons pas voulu, ou nous n'avons pas pu semer le pétrole. » Personne n'écrira plus jamais cette phrase. Nous allons travailler. Et nous allons l'extraire, ce pétrole. Il est là, vous le savez bien. Le réservoir le plus grand du monde. Ici, nous y gagnerons tous. Personne n'y perdra. Et nous, bien sûr, nous maintenons le cap de notre politique. La direction que nous nous sommes fixée. Voyage avec la famille Branger en but à la réforme agraire. La terre, l'autre grande richesse du pays après le pétrole, a fait l'objet d'une loi dès 2001. En Amérique latine, pas de révolution sans réforme agraire. Regardez, tout ça c'est la réserve. Depuis une demi-heure, nous survolons les terres de la famille. Près de 200 000 hectares répartis en 2 propriétés, Piñero et Paraima. Piñero est un domaine agrotouristique. Ici, nous sommes à Piñero. On rentre par l'entrée principale du domaine. On va aller jusqu'à l'autre entrée, celle par où les touristes arrivent. Salut.
Notre famille a acheté Piñero en 1950. À l'époque, rien de tout ça n'existait. Les Branger font partie des 5% de propriétaires qui détiennent 80% des terres agraires. On les appelle les latifundistes. Avec les pétroliers, ils sont à la pointe du combat contre la révolution. Ils ont beaucoup à perdre. Les Branger emploient 120 salariés, dont certains sont nés sur le domaine. Des générations d'ouvriers attachés à leur maître. Voilà. Ça, c'est le fer de la famille, le papillon. Attention, elle n'est pas gentille, attention. Très vite, ce domaine s'est trouvé dans la ligne de mire de la réforme agraire. Le gouvernement utilise essentiellement deux critères d'analyse du problème de la terre. Le premier concerne les titres de propriété. L'argument du gouvernement est que les terres doivent être enregistrées comme privées depuis 1821, selon la loi sur les friches. Notre argument à nous, c'est que ces terres sont privées depuis bien avant 1821 et que nous avons les titres de propriété pour le prouver. Le deuxième critère qu'utilise le gouvernement est celui de la productivité. C'est lui qui décide si une terre est un culte ou non. Ici, il y a plus de 12 000 têtes de bétail, presque 13 000. Et aussi 32 000 hectares de forêts protégées. On ne peut pas considérer comme un culte des terres protégées qui servent de refuge à des espèces en voie d'extinction. L'argument que nous mettons en avant, c'est qu'on ne peut pas classer comme un culte des terres à vocation écologique. Il faut voir sous un autre angle le problème de l'utilisation des terres. Ici, vous avez les chambres des visiteurs. Les étudiants, les scientifiques, ils sont logés là. Jaime Branger est avocat de profession. Il a décidé de porter l'affaire devant les tribunaux, d'autant que l'autre domaine de la famille, Paraima, a été envahi par des paysans sans terre. Dans le cas de Paraima, c'est différent. Nous avons été victimes d'une occupation sauvage. C'est un bon exemple de ce qui pourrait arriver ici à Piñero. De par sa situation géographique, Paraima est plus vulnérable. Le domaine est en bordure de route, donc plus accessible, et c'est plus tentant pour les envahisseurs. Ça fait 4 ans que nous avons entamé un processus de négociation avec ces gens. La tactique des paysans sans terre est d'occuper un maximum d'espace. Elle s'est avérée payante. S'appuyant sur la nouvelle loi, l'Institut national des terres vient de leur accorder 24 000 hectares de Paraima, la propriété de Jaime Branger. Ils ont même construit une école bolivarienne. Le gouvernement reconnaît pour la première fois qu'il doit indemniser les propriétaires qu'au final, il va exproprier. L'expropriation est une voie légale et nous n'avons aucun argument à y opposer. Si le gouvernement considère que pour l'intérêt de tous, il doit exproprier certaines terres et y développer un projet social jugé nécessaire pour la zone concernée, nous sommes tout à fait prêts à l'accepter, pour peu qu'il y ait une juste compensation. Jaime Branger a dû faire des concessions. Il vient de céder des hectares de Paraima afin de préserver Piñero et sa réserve naturelle. Les touristes et les scientifiques viennent de loin pour voir ou étudier la faune exceptionnelle de cette région des plaines.
L'argument de la famille est recevable dans un pays où l'écologie est mise à mal. Mais aux yeux de la loi, l'écotourisme ne justifie pas autant d'espace. Et pourtant, il y a place pour la négociation, pas de réquisition d'office. Ce n'est pas au gouvernement, mais aux tribunaux de dire qui, de la faune ou des paysans, occupera ces espaces à l'avenir. Que se passerait-il si on vous prenait le Hato Piñero? Je ne l'imagine pas. Parfois, la loi passe en force. Ce cordon policier sépare d'autres paysans sans terre du propriétaire qui, ici, ne veut rien céder. Face à face, la police contre la milice du propriétaire. Depuis 3 mois, les paysans campent devant la propriété qu'ils revendiquent, sûrs de leurs nouveaux droits. Regroupés en coopérative, ils se relaient par petits groupes et se donnent du courage. Ce jour-là, ils attendent l'Institut national des terres, l'INTI, qui leur a octroyé une partie de la propriété. Mais ce feu vert n'est pas suivi des faits. La canne à sucre continue de sortir de la propriété, faisant fi du jugement. Le système a des ratés. Nous, on va faire valoir nos droits devant le président. On a déjà une vidéo qu'on compte lui envoyer si on n'obtient pas une réponse immédiate et favorable à cette coopérative. No, sí, claro. Cada institución maneja la información. Sí, manejamos la información. Pues como nosotros somos funcionarios. Les fonctionnaires de l'INTI vont passer un sale quart d'heure. Beaucoup sabotent les réformes, multipliant les démarches administratives. Une fois de plus, les paysans en colère vont devoir décliner leur identité. Tout dépend du bon vouloir des gouverneurs locaux. Certains sont compromis avec les grands propriétaires et retardent l'application de la réforme agraire. On a passé la nuit sur la route, sous la pluie. Et jusqu'à maintenant, on n'a reçu aucune réponse des autorités. Il y a une loi, il y a une carte agraire où il est indiqué que ces terres appartiennent à l'État. Pas vrai? Donc on ne respecte pas la loi et personne ne prend de décision. Voilà ce qui se passe ici. Nous, en tant que coopérative d'État, on veut une réponse. Ici, on veut une réponse pour les paysans. Et l'obtenir, c'est votre travail. Il faut respecter la Constitution nationale. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire, nous, les paysans? La situation est intenable. On veut une réponse claire et définitive. Depuis 3 mois, l'affaire est filmée par la télévision communautaire. Dans les campagnes comme dans les barrios, ces antennes diffusent les événements de la vie locale pour contrebalancer les télévisions privées très critiques sur la Révolution. Les paysans l'utilisent comme une arme dans leur combat. Pour nous, c'est merveilleux ce type de télévision communautaire à laquelle nous avons accès. Parce que jusque-là, avec les télévisions privées, on n'avait jamais pu s'exprimer. Là, on peut parler de nos problèmes, de ce qui nous préoccupe et surtout de notre impuissance. On s'entend très bien avec ces gens. Ils nous aident. Une télé locale pour les paysans,
et Telesur, une chaîne internationale pour l'Amérique latine. Faire et le faire savoir, tel est le credo d'Hugo Chavez. Il a voulu et financé Telesur. Dans sa stratégie d'intégration de l'Amérique latine, qu'il rêve unie et solidaire, la communication est aussi importante que le pétrole. No firmar el TLC y expulsar a la empresa Oxy del país. El Tratado de Libre Comercio entre Colombia y Estados Unidos afectará el mercado de la soya boliviana. Se estima que origine la pérdida de... No podemos hablar de integración si no nos conocemos, si no On nos ne peut pas miramos, parler si no nos vemos, d'intégration si si no on ne se connaît pas, qué nos acontece, si on ne se de regarde dónde pas, venimos. si on ne sait pas ce qui nous Por eso arrive et d'où l'on vient. como una iniciativa C'est pour ça que Telesur cherche à montrer les faits, les visages, à retracer l'histoire du développement des pays du Sud, et notamment de l'Amérique du Sud. Telesur se différencie de la question pétrolière. Nous intervenons à un autre niveau, celui de l'information, de la culture, du développement de la conscience des peuples. Avec le pétrole, ce sont d'autres choses qui entrent en jeu, des intérêts économiques et même la survie de nombreux pays. Nous travaillons à une politique d'intégration qui englobe les Caraïbes et l'Amérique du Sud et que nous avons baptisé Petroamérica. Petroamérica est un concept, un projet politique qui vise, par le biais d'accords énergétiques, l'intégration économique, sociale et politique des pays de notre sphère géopolitique. Cette intégration doit privilégier, au-delà des intérêts commerciaux, une vision politique de l'État vénézuélien, un ensemble d'accords régissant l'approvisionnement en pétrole. Dans cette optique, nous avons pris deux grandes initiatives. L'une, appelée Petrosur, qui inclut le Brésil, la Bolivie, l'Uruguay, le Paraguay et l'Argentine, et l'autre, appelé Petrocaribe, qui inclut Cuba, la République dominicaine et tous les pays de la frange orientale des Caraïbes. Ces deux accords stipulent que 40% seulement de la facture pétrolière sont réglés sur 20 ans. Le reste, 60% de la facture, est payé en nature. Pétrole contre médecins pour Cuba, pétrole contre matériel agricole pour l'Uruguay ou l'Argentine. Hugo Chavez a fondé sa géopolitique pétrolière sur le troc. Sa stratégie vise les États-Unis. Il veut séduire les pays d'Amérique latine pour casser l'influence des Américains sur le continent. La bataille est frontale, elle peut dégénérer à tout moment. Le président de la République l'a annoncé. Si nous sommes de nouveau agressés, si les États-Unis attentent à notre Constitution comme ils l'ont fait au moment du coup d'État, s'ils essayent encore de renverser notre gouvernement, nous serons en droit de suspendre l'approvisionnement en pétrole des États-Unis. C'est une situation qui n'est bonne pour personne parce qu'il en découlerait une forte tension géopolitique. Mais il est clair que nous sommes en droit de réagir pour défendre notre intégrité et notre Constitution. Épouvantail ou menace réelle, les États-Unis sont prétexte au recrutement de réservistes. 200 000, dit-on, la plupart issus des barrios. On se prépare à l'éventualité d'une invasion par d'autres pays. Des pays qui veulent... Quel pays? Eh bien, des pays qui... Des pays qui veulent... nous agresser, nous voler notre souveraineté. Mais quel pays pourrait envahir le Venezuela? Notamment ce pays qui en ce moment tire à droite, à gauche, les États-Unis. Courageux ou inconscient, Hugo Chavez veut affranchir l'Amérique latine de la tutelle des États-Unis,
comme Bolivar l'avait libérée de celle des Espagnols. Ce rêve rejoint celui de tous ceux qui, dans le monde, veulent une alternative à la mondialisation. En devenant leur porte-drapeau, Chavez entre dans un rapport de force très inégal. La révolution bolivarienne est un pari risqué. Cuando más triste estoy, me quedo fijo observando los recuerdos y a cada uno ordenando en el plano en que vivieron. Cuando más triste estoy, cada retazo de mi vida peregrina dice cuál es la salida de mi corazón viajero.